Bah, ça a été, je pense, caricaturé par certains acteurs immobiliers qu'on connaît qui peuvent passer à la télé. Donc, je dirais les noms, mais où on a eu un peu une réputation de porteur de clés à une époque, surtout quand les taux étaient très bas. Les acquéreurs venaient. Parce que l'agent immobilier, c'est facile finalement. C'est ce qu'on dit souvent, ouais. Tu ouvres une porte et tu prends 10 000. Ouais, c'est ça, c'est ça. La technique, c'est de passer en dernier sur l'estimation, essayer de gratter un peu l'information auprès du vendeur, la plupart du temps qu'il lâche assez facilement à combien ça a été estimé. Il dit 250 000, et ben l'agent immobilier dit bah non, pour moi ça vaut 270. Bah forcément le vendeur il a la banane jusqu'aux oreilles, qui signe un mandat d'exclusivité tout de suite. Par contre l'effet inverse, c'est que revers de la médaille, 3 mois plus tard, c'est toujours pas vendu, il n'y a pas de visite. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec Aymeric, agent immobilier, l'un des meilleurs agents immobiliers France de chez Century 21. Il va nous expliquer son parcours, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu dans le top 5 France Century 21. On l'accueille tout de suite, on se retrouve dans un instant. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter un petit peu? Bah moi ça va être rapide et concis, donc Aymeric, je travaille pour l'agence Century 21 Martineau Immobilier à 3, boulevard Victor Hugo, depuis 4 ans bientôt maintenant. Et voilà. T'étais agent immo avant? Non. Donc ça fait 4 ans que tu as démarré. Ouais. Moi j'ai démarré, je suis un bébé de l'immobilier, je suis un bébé Century 21 Martineau, j'ai démarré chez eux et j'ai continué chez eux. Pour le voilà, tu fais un petit peu le modeste. Quel titre cette année, du coup, chez Century? Eh ben, 9e meilleur conseiller France en nombre de ventes. Premier du groupe Martineau Immobilier et record de chiffre d'affaires du groupe Martineau Immobilier dans l'histoire du groupe. Félicitations à toi, Antoine. Et donc, France, c'est sur combien d'agents Century? En termes de transactions, j'ai pas le chiffre exact. Je pense je dirais qu'on est à peu près 5000 transactionnaires dans le groupe Century 21 France. Ouais. Donc, il y a 2 podiums distincts en chiffre d'affaires et réalité. Donc, redis-nous, 9e Neuvième France. Ouais. En quelle catégorie? En nombre de ventes. Nombre de ventes. Donc, en unité de vente, ce qu'on appelle une unité de vente. Sachant qu'on a un secteur donc relativement bas en termes de prix au mètre carré, c'est-à-dire que si tu avais fait la même performance dans un secteur plus haut, potentiellement, tu aurais pu aussi avoir des titres sur le chiffre d'affaires et Tout à fait. Ouais, c'est ça. Okay. Et parce que là, on parle aussi du groupe Martineau, si tu peux le situer dans Century 21. Et ben, pour faire très court. Qu'est-ce que le groupe Martineau? Alors, le groupe Martineau est un groupe de franchisés d'agence Century 21, donc aujourd'hui qui compte en à peu près 17 à 19 agences, surtout au Grand Est, donc Nancy, Dijon, Auxerre, Sens, etc. Et donc, je me suis positionné en tant que premier sur l'année 2024. Voilà. Et là, le groupe Martineau, c'est combien d'agents? C'est 500 collaborateurs sur l'intégralité du groupe. Donc quand tu dis ça, les collaborateurs, c'est le service LOC? Ouais, c'est tous les services. Et la de l'immobilier, parce qu'il faut savoir que le groupe fait tous les métiers, CE, donc formation professionnelle, donc locaux et vente de fonds commerciaux, et location, achat-vente, transaction, gestion de l'eau et puis gestion de impôts. Ok, et la transac, tu sais ou pas trop? Je dirais que c'est à peu près moitié, à peu près entre 200 et 250 collaborateurs, je sais pas les chiffres exacts. Ok, donc en gros premier ou dans le top 5 régulièrement c'est ça. Sur 250. C'est ça. Ok. Du coup, avant d'être agent IMO, tu viens de quel parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier? Alors moi, c'est du pifomètre total. On dit souvent, il y a une phrase qui me marque dans l'IMO, c'est qu'on dit souvent qu'on y rentre par hasard et on y reste par passion. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Donc moi, pour la petite histoire, je suis montpelliérain d'origine. J'ai badrouillé un peu le partout en France dans le cadre de mes études. J'ai atterri à Troyes, terminé une alternance chez Darty. Donc j'en ai à l'époque de l'électroménager, des produits télévisuels, audiovisuels et informatique. Et tes études, c'est quoi? T'as fait quoi quand même? Moi, j'ai fait un BTS Management Commercial Opérationnel. J'ai fait aussi en parallèle un petit peu de comptabilité. Ok. Voilà. Donc, pas forcément un niveau d'études très, très élevé. Je devais continuer sur une licence et le hasard a fait que j'ai été débauché au sein du groupe Century 21 Martineau. Qui c'est qui t'a démoché? Pascal. Ouais, Pascal, ouais. Quelqu'un qui est parti chez Century 21 en France maintenant, qui est amené par Pascal et puis formé par lui, par mon responsable et puis par l'équipe dans son intégralité. Voilà. Ok. Et finalement, dès le début, tu as senti que c'était quelque chose qui te correspondait ou ça t'est arrivé au début, c'était peu alimentaire et finalement ça t'a plu ou... En fait, c'était une période où je me cherchais un petit peu. J'étais jeune, moi j'ai démarré l'immobilier, j'avais à peine 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27, je suis encore jeune, mais
J'étais vraiment donné, donc je me demandais si justement c'était fait pour quelqu'un d'aussi jeune que moi, qu'on puisse confier des projets de vie, parce qu'il faut pas oublier quand même que l'immobilier reste des projets de vie, hein, que ce soit de la résidence principale, de l'investissement, du marchand comme beau. Donc travailler avec des professionnels et des particuliers qui ont un certain niveau d'exigence, et puis petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Donc j'ai monté en compétences. Alors les débuts étaient un peu compliqués, et puis les compétences sont venues, sont montées. J'ai pas lâché, et puis au bout de la première année, ça a fonctionné. J'ai été centurion de la première année. C'est quoi Centurion? Centurion, c'est un trophée qui récompense déjà les meilleurs conseillers. Donc en moyenne, c'est 10% des transactionnaires en France qui en ont un. C'est plus de 170 000 euros de chiffre d'affaires encaissé, donc signé notaire sur une année calendaire, donc du 1er janvier au 31 décembre. Ou alors 50 unités de vente, donc environ 25 ventes en aller-retour, c'est-à-dire mandat de vente et acquéreur. Donc c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ouais, donc c'est déjà une belle performance. Déjà une belle performance, effectivement. Surtout sur une première année. Surtout sur une première année. On côtoie beaucoup d'agents, et c'est vrai que faire un nombre de ventes, voilà, on dit déjà tu fais une vente par mois, c'est plutôt pas mal. Donc là, ça fait le double, c'est ça? Non, là on était plus sur une volumétrie aux alentours de 4 à 5 ventes par mois. Ah oui. Sur ma première année, Je disais 25. Je pensais que tu avais dit Je 25. crois que j'ai signé quelque chose comme 43 ou 48 compromis sur ma première année. Ouais, C'est énorme. Ouais. Et ça, comment t'expliques cette réussite? Au début, c'était une grosse capacité d'astreinte. Essayer d'enregistrer tout ce qu'on m'apportait, tout ce dont j'étais nourri en termes d'informations, sur la fiscalité, le juridique, etc. La mise en application, aussi beaucoup de boulot de fond, donc prospection physique, dont je suis pas très fan pour le coup. Ouais. De la pige, ceux qui connaissent la pige, ceux qui connaissent pas le principe, c'est d'appeler un propriétaire sur le bon coin et essayer de le faire venir en agence pour lui expliquer l'intérêt de passer par un agent immobilier pour vendre son bien. Et puis après, nous, on a la chance dans le groupe Martineau d'avoir pas mal de portefeuilles de gestion, de copropriété qu'on peut relancer. On peut aller créer des projets de vente auprès de nos propriétaires déjà GHN. Donc c'est ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui m'a porté on va dire, à entamer une carrière réussie, si je peux le permettre. Donc finalement, tu dirais que c'est le travail, quoi. Ouais, au début, ouais. Je pense qu'au début, je devais être sur un ratio à 70 heures semaine, facile. Démarrer à 9h, finir à 20h, 21h, 22h. On est dispo quand les gens sont, donc les gens qui achètent ou qui vendent, c'est souvent des gens qui bossent, donc voilà. Et tu parles de pige et de tout ce que souvent en général tout le monde déteste faire ça. Est-ce que d'après toi c'est nécessaire? Qu'est-ce que ça apporte? C'est nécessaire pour 2 raisons. La première, c'est que la pige, ça permet d'avoir du business immédiat. Quelqu'un qui vend sur le bon coin, on sait qu'il est vendeur. Pas besoin de savoir s'il est vendeur, s'il n'est pas vendeur. On sait qu'il est vendeur, on sait à quel prix il est vendeur. Maintenant, le but, c'est de lui expliquer l'intérêt du pourquoi et du comment venir chez nous. La deuxième chose, c'est que la pige, c'est compliqué. Donc, ça apprend à prendre des bâches aussi, à avoir des refus, à rebondir aussi, à pas se laisser faire. Et du coup, ça forge aussi un peu le caractère. Et pour moi, si je devais donner un conseil, c'est aux agents immobiliers débutants, c'est construire un bon discours et d'attaquer de la pige. C'est ce qu'il y a de plus gratifiant déjà quand on y arrive et de plus formateur. Ça te fait sortir de ta zone de confort, ça t'habitue à sortir un petit peu à chaque fois de ta zone de confort un petit peu plus, quoi. C'est ça, bien sûr. Ok. Tu donnais aussi pas mal donc de leviers que Century 21 a pu te donner, donc Century 21 ou en tout cas des gros groupes d'agences. Quels sont ceux pour toi les plus intéressants, et est-ce que tu te serais vu peut-être travailler plutôt en tant qu'indépendant, tu vois, un peu le pendant inverse? Qu'est-ce que toi t'y trouves, et est-ce que c'est par exemple en fonction de la personnalité de chacun? Est-ce que c'est des outils qui sont indispensables? Alors, je m'étais pas posé la question au départ, parce que comme je le disais tout au début, je ne connaissais rien à l'immobilier. Moi, j'ai un papa qui fait de la promotion immobilière, mais je connaissais vraiment très très vaguement le sujet. Pour moi, c'était... si aujourd'hui, je fais une rétrospective de ces 4 ans, le groupe m'a apporté surtout des moyens de promotion, des moyens de mise en avant au niveau de la vente d'un bien immobilier, m'a apporté aussi beaucoup d'outils, notamment les portefeuilles de clients déjà à travailler, etc., la mise à disposition d'un PC, de la formation, parce qu'on est aussi très formé au sein du réseau. On a en arrivant ce qu'on appelait à l'époque le PPI, le passeport pour l'immobilier. Donc ça, c'est une formation sur 3 sessions sur le premier mois d'intégration qui nous permet déjà d'avoir on va dire les bases du métier. Et ensuite, on enchaîne sur plusieurs formations, donc qu'ils appellent chez eux QCI, CCI, ECI, qui permettent de vraiment aboutir à la formation d'un agent IMO. Et on a les mêmes versions sur un format management. Donc c'est des choses qui pour moi sont essentielles pour démarrer dans le métier.
chose que je n'aurais jamais pu avoir dans un autre réseau, en tout cas indépendant, ou même un autre groupement d'agence immobilière. Ouais, donc Aussi fort que Groupe Martineau, aussi fort que Century 21. on évolue, si on suit les process et qu'on travaille, on évolue beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que si on était tout seul. Alors après, il faut aimer être managé sûrement. C'est ça. Alors après, il y a aussi cette question. Oui, mais en tout cas, faut pas Il y a les gens qui veulent être indépendants, donc ceux qui ne veulent pas avoir de lien de subordination avec un supérieur où il y a de la hiérarchie, effectivement, je les invite à prendre plutôt un format indépendant. Moi, aujourd'hui, avoir été managé par Jérémy Carrette, qui est mon manager, avec qui je m'entends très bien et qui m'a beaucoup appris sur tout ce que je fais aujourd'hui, ça ne m'a pas gêné. Et je pense que le fait d'avoir un cadre avec des réunions, une vie de bureau, une vie entre collègues, et puis, faut pas oublier qu'on est 22 à Boulevard Victor Hugo. Si moi, j'ai pas l'acquéreur sur un bien, mon collègue a forcément peut-être l'acquéreur aussi sur le bien que je rentre à la vente. C'est une force qu'on a d'avoir cet effet démultiplicateur sur notre business que je n'aurais pas si j'avais été tout seul. Tout simplement. Et comment, du coup, maintenant, avec un peu de recul, t'expliques, parce que là, en gros, quand tu en parles, ça paraît, entre guillemets, relativement simple, tu as suivi les process, tu as réussi. Il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se cassent les dents, qui imaginent un métier, entre guillemets, relativement simple, et qui n'y arrivent pas, simplement, en tout cas, n'arrivent pas à en vivre. Comment tu l'expliques après coup, ta réussite? Est-ce que ça match vraiment avec ta personnalité? Est-ce que c'est d'autres caractéristiques? Bon, je pense que moi, ça matche bien avec ma personnalité parce que c'est un métier où on a quand même énormément de liberté aussi. Donc, je peux adapter aussi ma vie perso. Donc, malgré que tu aies une subordination, tu organises un peu. Je suis là aujourd'hui devant vous, alors que bon, toute personne normale serait normalement au bureau. Donc, voilà. Mais oui, une certaine liberté, c'est ce qui me permet aussi de m'épanouir là-dedans. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui se cassent la figure. Je pense qu'il y a un côté compétence, il y a aussi un côté relationnel. Je pense que moi, ma grande force, c'est le relationnel que j'entretiens avec les gens et la fidélité que j'arrive à créer avec eux. Et le fait est qu'aujourd'hui, après, avec le bouche à l'oreille, les gens me recommandent, etc. Et le boulot est plus facile. On va dire que je pense qu'il faut bien forcer pendant 2 à 3 ans, sans s'arrêter, pour après récolter les fruits de ce qu'on a semé des années précédentes. Savoir être patient, comme dans finalement l'entrepreneuriat ou dans plein de domaines. Exactement. Ça se fait pas en une journée et voilà, on ne peut pas rêver d'être compétent. C'est aussi la compétence, j'imagine. Maintenant, tu dois être beaucoup plus à l'aise quand tu vas justement, beaucoup plus légitime quand tu vas démarcher des clients parce que tu sais ta vraie valeur sur le marché. C'est ça. Disons que j'ai commencé déjà à faire mes preuves, même si c'est pas fini. Le but, c'est de pérenniser l'activité. Et ça marche. L'agent immobilier, l'immobilier fonctionne comme un auto-entrepreneur qui lancerait son activité. Un agent immo, même s'il est salarié, indépendant ou auto-entrepreneur, peu importe le statut, ça n'est pareil. Il va peaufiner son portefeuille client, fidéliser sa clientèle. Et si le boulot est bien fait et qu'il apporte un maximum de choses à sa clientèle, les gens le recommanderont et il y aura un effet boule de neige, tout simplement. Yeah. Si tu pouvais faire un cliché de l'agent immobilier parfait du côté vendeur et un cliché du côté acheteur. Alors, l'agent faire un portrait de l'agent immo parfait côté vendeur, l'agent immo parfait côté acheteur. Tout va dépendre du profil de la personne, parce que l'agent immobilier parfait pour moi est un caméléon, qui sait s'adapter à tout le monde, au client qui souhaite acheter son premier bien, qui aura peut-être besoin de confiance, de proximité, de se sentir à l'aise avec la personne. J'ai des exemples en tête, un couple de jeunes que je suis là depuis quelques mois, ils ne passent exclusivement que par moi parce qu'ils avaient besoin d'être dans un climat de confiance sur leur projet d'achat. Et je pense que ça marche à peu près pareil aussi avec le vendeur. Le vendeur, lui, a besoin de sécurité, de compte rendu régulier, d'avoir un lien avec son agent immobilier, se sentir aussi en confiance. Et je pense que ça, c'est vraiment, si je pouvais donner un type, ce cliché sur l'agent immobilier, c'est quelqu'un qui inspire confiance et surtout qui se prend pas vraiment la tête, mais qui en même temps apporte un côté compétence. C'est-à-dire que c'est pas l'habit ne fait pas le moine, c'est pas parce qu'on arrive en costard tiré à 4 épingles qu'on est compétent. Je pense que ça se fait plutôt avec le temps, avec des discussions, avec des échanges et surtout ne jamais faire l'autruche. Avec les clients, toujours appeler quand il y a un problème, appeler quand ça va, appeler quand ça va pas. Faire du lien. Ouais, justement là-dessus, c'est vrai que c'est un métier quand même qui a assez mauvaise presse. Pourquoi selon toi ?
Ouais, ça a été, je pense, caricaturé par certains acteurs immobiliers qu'on connaît qui peuvent passer à la télé. Donc, je tairai les noms, mais où on a eu un peu une réputation de porteur de clés à une époque, surtout quand les taux étaient très bas. Les acquéreurs venaient. Parce que l'agent immobilier, c'est facile finalement. C'est ce qu'on dit souvent, ouais. Tu ouvres une effectivement. porte et tu prends 10 000. Ouais, c'est ça, sauf qu'il y a énormément de choses à savoir. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, mais entre les différents biens qui sortent de défiscalisation, les lois Pinel, les lois Duflot, les lois Cellier, le de Normandie, le Malraux, etc. Je pense que quand on parle à ces clients-là, il faut savoir aussi un minimum être au courant fiscalement et juridiquement parlant. Et pareil, quand vous avez un vendeur qui vend un bien, lui expliquer la plus-value, comment elle est calculée, qu'est-ce qu'il va payer, de quoi il sera redevable. Je pense que ça s'invente pas. Un porteur de clé ne pourrait pas le faire, ne pourrait pas en tout cas parler de tout ça. Puis on sort peut-être aussi d'un marché où, entre guillemets, le marché donnait raison aux incompétents. Il n'y avait pas besoin d'être compétent pour pouvoir faire des ventes. Donc, du coup, ça a fait que certains pouvaient être incompétents et quand même faire du chiffre et quand même réussir dans ce métier. Ça a attiré beaucoup de monde. Je pense que là, ces 2 dernières années, ont beaucoup écrémé voilà, les agents immobiliers qui n'étaient pas à leur place. Bah, effectivement, ouais. L'année 2021 et 2022 étaient très facilitantes avec des taux très bas. Donc on achetait facilement, pas de CDI, on était en CDD ou en alternance avec des revenus, un petit capital de côté, on pouvait emprunter une somme d'argent assez facilement, 100 000 euros très facilement. Aujourd'hui, les banques vont demander plus de sécurité, de l'épargne, de réserve, de l'apport sur les projets. Quand les projets sont plus gros sur les immeubles de rapport Airbnb et business plan. Chose qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Donc effectivement, quand on commence à rentrer dans ces détails-là, le métier devient plus dur. Tout le monde pouvait acheter, donc on mettait n'importe quoi, quasiment n'importe quel prix, ça partait quoi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, n'importe qui ne peut plus acheter et c'est aussi notre job vis-à-vis de nos vendeurs justement de vérifier le financement de nos acquéreurs. Puis les agents immobiliers pouvaient être un petit peu moins justement proches de leurs clients. Les clients acquéreurs, ils étaient délaissés parce qu'en fait, à chaque fois qu'on mettait un bien en vente, il y avait 1 million d'acheteurs qui se positionnaient, donc pas besoin de traiter les clients acquéreurs qui se sentaient délaissés. Puis ensuite, le marché s'est retourné où finalement, les acquéreurs, il n'y en avait plus. Donc, il fallait switcher et de nouveau s'occuper du peu d'acquéreurs qu'il y avait pour essayer de vendre. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'inversement de pouvoir, le rapport de force inverse. Donc, un marché facile, souvent, c'est le vendeur qui a le pouvoir, le vendeur qui est décisionnaire de son prix et l'acquéreur qui se plie aux exigences du vendeur, du fait que les taux soient très bas. Et inversement, quand les taux augmentent, c'est l'acquéreur qui reprend le pouvoir. Donc nous, c'est vrai qu'on a dû aussi retravailler là-dessus, un peu moins se focaliser sur le vendeur, même si le vendeur reste quand même l'essentiel de notre travail, mais plus se concentrer sur le bichonnage, on va dire, si je te dire comme ça, de l'acquéreur et vraiment reconsidérer le client acquéreur, comme tu le disais Pierre à l'instant, qu'on ne considérait plus dans ces années-là, puisque sur les biens, on avait 20 demandes. Et en 2023, l'année la plus compliquée, je pense qu'on a vécu avec l'augmentation des taux jusqu'à 4%, où on avait peut-être un acquéreur pour 5 biens. Donc les rapports se sont complètement inversés. Effectivement, l'acquéreur a pris plus d'importance de notre métier. Parce que c'est vrai que le vendeur, on peut le sécuriser avec un mandat confiance chez vous. Oui, exactement. Un mandat exclu. Exactement. Alors qu'un acheteur, il reste volatile. Il est très volatile. Il n'a pas une bonne relation avec son agent. C'est ça. Il peut aller acheter Et même s'il a une bonne relation avec son agent, il ira acheter son bonheur. On parle quand même de sommes d'argent quand même importantes. Ouais. Il ne va pas se priver de trouver son bonheur chez les uns de mes confrères. Mais on a des fois des acheteurs, parce que moi j'ai été agent IMO à une époque, on a des fois des acheteurs qui te font tellement confiance, qui t'envoient des annonces du Bon Coin, qui t'envoient des annonces d'autres agences pour dire tiens. Et moi j'ai de plus en plus ce cas de figure-là. Est-ce que je peux acheter ça? Est-ce que c'est vraiment bien pour moi? Et finalement, ça leur coûte la même chose. J'ai même des gens maintenant qui refusent d'aller visiter des biens sur lesquels je ne peux pas les accompagner que dans un intercab, etc. Parce qu'on est d'accord, ça leur coûte pas plus cher s'ils passent avec une agence. Pas du tout. Non, je leur prendrai pas double com, c'est interdit. Faut faire de l'intercab. C'est-à-dire que s'il y a 10 000 de com, on partage. Vous partagez avec l'agent IMO qui a le bien. Et si j'ai pas la capacité de le faire, j'ai des clients aujourd'hui qui refusent d'aller visiter le bien si je ne peux pas les accompagner sur la transaction, ce qui peut paraître fou, parce que là c'est à côté d'une maison, mais les gens ont ce sentiment et ce besoin d'être en confiance avec leur agent immobilier, avec l'enseigne pour laquelle ils passent, tout simplement. Cool. Après ces quelques années du coup d'expérience et du coup j'imagine que tu as un peu passé par toutes les phases avec le marché et même en termes de son parcours d'agent immobilier. Est-ce que tu as des préférences sur plutôt les entrées de mandat, sur les sorties?
Moi, j'ai pas une préférence, ça s'est fait naturellement, mais oui, effectivement, j'ai quand même une préférence pour le client vendeur avec qui je crée du lien. Je pense que c'est parce que j'aime bien ce côté affect avec la clientèle que j'arrive plus facilement à créer avec le vendeur, parce que le vendeur, quand il me confie son bien, on sait qu'on a engagé pendant plusieurs mois si ça se vend pas en one shot du jour au Vous lendemain. êtes dans le même bateau finalement. Exactement. Parce que ce que le vendeur vend pas, Ouais, moi je suis pas payé. T'es pas payé. On marche main dans la main. Donc je pense que j'ai une petite préférence pour le vendeur. Quoique maintenant, comme le marché c'est à peu près équilibré, qu'aujourd'hui on a un rapport à peu près équivalent entre le vendeur et l'acquéreur, je rapprécie vraiment travailler avec les acheteurs parce que je les vois plusieurs fois. Le boulot de fond est plus important, mais quand on finalise un projet, j'ai autant de satisfaction. Donc non, je suis plutôt à l'équilibre en soi. Ok, super. Et justement, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur. Il y a beaucoup de données. Tu vas avoir un portefeuille acquéreur, un portefeuille vendeur. Il faut réussir à faire matcher. Il faut réussir à se souvenir des personnes qu'on a vues, les demandes. Est-ce que d'un point de vue organisationnel, comment ça se passe? Est-ce que tu as des tips? Est-ce que tu as une tête extraordinaire et que tu n'as rien besoin de noter? pour rappel, quand même, combien de mandats en gros dans l'année? Rentrée de mandat, sur 2024, j'ai rentré 80 mandats de vente. Ok, et du coup, en termes de vente, combien de ventes? Un peu plus de 60. Plus de 60, donc, ouais, donc comment tu tu fais pour... Tu comptes les mandats de vente, mais tu as vendu des choses que tu n'avais pas rentrées aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc en fait, ça fait un nombre de projets à l'année énorme. énorme. Bah, aujourd'hui, j'ai 28 transactions en cours, c'est-à-dire 28 compromis de signés en attente d'une date de signature notaire avec des financements validés pour la plupart déjà. Mais voilà, il faut réussir à gérer tout ça. Déjà, on est au mois d'avril et tu as commencé, tu comptes depuis janvier. Donc ça fait Ouais, 4 c'est mois. ça. Ouais, 4 c'est mois. ça. Ouais. Donc 28 transactions en cours. Effectivement, bah, c'est beaucoup de boulot. Hein. Et moi, j'ai la chance, en tout cas, d'avoir une bonne mémoire et de me rappeler les gens avec qui j'échange régulièrement, de me rappeler tous mes vendeurs. J'ai pas besoin d'avoir une to-do list pour gérer mon temps. J'arrive à le faire de moi-même. Et c'est dû à ma capacité d'astreinte, justement, où je sors facilement les informations, mais au cas où, pour rien oublier, j'ai une note dans mon téléphone avec toutes les estimations que j'ai en cours, tous les mandats que j'ai en cours, toutes les offres que j'ai en cours, tout ce que j'ai en cours à gérer avec une graduation du degré d'urgence. Nous, on est où dans la liste? Tout en haut. Tout en haut, parce que Merci, ouais. parce que elle m'appelle 3-4 fois par jour, plus c'était ma femme, donc à ce niveau-là, je suis obligé. Petite astuce de marchand de biens. Ouais. Rester dans la tête des agents immobiliers. Ouais, harcèlement, oui. Ouais, ça. Harcèlement. Ouais, alors faut pas le dire comme ça, mais... Du coup, ça ressemble à quoi une journée type pour toi en ce moment? Bah alors nous, c'est réunion, 9h le matin. Petit café quand même avant. On aime bien aussi prendre notre temps. On n'est pas... Voilà. Mais ouais, donc réunion du matin, ce qu'on appelle chez nous le point fixe. Donc le point fixe, c'est une bourse aux affaires, tout simplement. On s'échange les informations, des clients très chauds qu'on recherche, qui sont très actifs dans leur recherche tous les matins. Tous les matins, sauf le lundi, c'est 14h et après du mardi au vendredi, c'est tous les matins à 9h et le samedi, c'est quartier libre, chacun bosse comme il veut. Ok. On présente aussi nos nouveaux biens qui rentrent à la vente. On demande aussi des avis sur l'estimation. C'est aussi l'avantage d'avoir plein de conseillers de transactions chez nous à BVH, boulevard Victor Hugo. Ça nous permet aussi d'avoir des avis un peu différents parce que des fois il y a des biens qui sont un peu atypiques, qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas, qu'on maîtrise un peu moins. Peut-être que le petit collègue a déjà vendu ou connaît quelqu'un qui a un appartement là-bas, qui sait vendre du temps. Ça nous permet de faire du lien facilement et de pouvoir être le plus efficace possible pour nos clients. Puis après ensuite c'est la journée, je fais un peu au feeling. Alors, en général, moi, j'ai 1 à 2 semaines d'avance sur mon business. Je sais, j'ai une estimation d'un bien, une rentrée d'un mandat, des visites avec des acheteurs, un compromis de vente à signer. Donc, par exemple, sur un client vendeur, voilà, quand tu rentres ton estime, bah, il y a 22 conseillers, entre guillemets, qui ont donné leur avis. Ouais. Donc, théoriquement, ça fait 22 fois plus de chances ou 22 cerveaux qui ont travaillé sur le bon prix, sur la bonne valeur. Ça, c'est vraiment la grande force, ouais. Effectivement, le prix est bon, quoi. C'est ça. La valeur est bonne. C'est ça. Et les possibilités de sortie aussi sont démultipliées par 22 parce que chacun a ses acquéreurs chauds à ce moment-là. Et statistiquement, je pense qu'à 95% du temps, on vend tous nos biens à nos prix d'estimation. C'est-à-dire que les 22 ont donné leur avis, ça nous a fait une moyenne. À 95% du temps, on vend dans la fourchette qu'on s'est donnée. Si le vendeur accepte... Si le vendeur est effectivement à l'estimation. Et si d'autres agences ne sont pas passées derrière, c'est pour faire rêver le vendeur. C'est ça. Ça, on le voit très, très, très souvent, nous, pendant les visites. Des biens qui sont vraiment largement pricés au-dessus du marché. Mhm. Et en fait,
c'est des biens qu'on finit par récupérer 2 ans après. C'est une technique comme une autre. C'est une technique qui est très courante. La technique, c'est de passer en dernier sur l'estimation et c'est de gratter un peu l'information auprès du vendeur. La plupart du temps, qu'il lâche assez facilement à combien ça a été estimé. Il dit 250 000 et par l'agent immobilier dit bah non, pour moi ça vaut 270. Bah forcément, le vendeur a la banane jusqu'aux oreilles ou qui signe un mandat d'exclusivité tout de suite. Par contre, l'effet inverse, c'est qu'au revers de la médaille, 3 mois plus tard, c'est toujours pas vendu, il n'y a pas eu de visite, il n'y a pas eu de mouvement sur le bien. Donc le vendeur s'agace un peu, il perd confiance en son agent IMO, du coup, d'où l'importance d'être très 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 objectif sur les estimations, parce qu'on a un rôle de conseil avant d'être des vendeurs de biens immobiliers. On doit être de bons conseils. Voilà. En plus d'avoir perdu du temps, du coup, il a aussi, ce qu'on dit, cramé son bien. Et donc après, même au bon prix, il sera beaucoup plus difficile à vendre que s'il avait été au bon prix directement. Effectivement, c'est là qu'on peut avoir des loupés et qu'on vend en dessous de la fourchette d'estimation, effectivement, parce que le bien a été vu, revu sur le marché. Le vendeur, souvent, s'est excité, donc a commencé à le mettre dans d'autres agences. Donc le bien a été surpublié. Et ça a l'effet totalement inverse, c'est que la communication devient mauvaise. Donc les gens se disent, soit le bien est trop cher, soit il y a un loup, il y a quelque chose qui cloche, un indice caché, peut-être. Alors que c'est pas forcément le cas et voilà, le bien est grillé, donc ce sera au premier acquéreur revenu qui causera une offre un peu au ras des pâquerettes. Le vendeur n'aura plus le choix. Et du coup, en parlant donc de ça, c'est vrai que parfois on va nous aussi intervenir en tant que marchand avec toi. Vu qu'on travaille ensemble régulièrement, tu vas nous proposer des affaires des fois un petit peu difficiles qui peuvent pratiquement être vendues qu'à un marchand. Donc on n'est pas les seuls évidemment. Mais des fois, est-ce que le travail avec un marchand, comment tu le vois, à quoi il peut servir? Il a 2 intérêts. Alors le premier intérêt auquel on ne pense pas de prime abord, c'est que justement un bien particulier, ça peut même arriver à un agent immobilier avec la meilleure expérience et la meilleure volonté du monde de ne pas être en capacité de l'estimer. Ça peut être une grosse monopropriété avec beaucoup de travaux où on se dit qu'on a beaucoup de mètres carrés, que ça peut être très intéressant, mais que l'envoi de travaux est aussi très compliqué, notamment le dernier bien qu'on a visité ensemble, où il y a une grosse réflexion qui se fait. Avoir l'avis d'un marchand, et notamment de vous deux, puisque je travaille avec Pierre personnellement depuis 4 ans, depuis que j'ai démarré, on s'est rencontrés au tout début. Pour du locatif aussi. Pour du locatif, et puis avec toi Mathieu à l'issue très rapidement aussi. Ça me permet aussi d'avoir un avis marchand, que moi j'aurais peut-être pas, que j'ai une vision que j'arrive à adopter de temps en temps, mais pas sur tous les projets. Et vous allez pouvoir me donner un avis, et puis me permettre aussi de liquider l'affaire plus facilement et d'apporter une prestation de service et un conseil supplémentaire à mon client que je ne serais pas en capacité de faire tout seul. Parce que là, tu parles d'un immeuble, mais ça peut être aussi un ensemble de bâtiments, tous différents, où là, finalement, tu peux avoir un pavillon, un immeuble, un hangar, une autre dépendance. Et il faut une expérience, finalement, de valoriser. Un chaîne de projet. Un bout de terrain en plus à diviser. Il faut avoir une expérience de valorisation de tout ça. C'est ça. Se dire, mais attends, tout ça, un particulier, c'est pas un particulier qui veut l'acheter. Ça peut être qu'un professionnel. Il y a tellement de choses différentes sur ce produit-là. Donc ouais, nous, on peut aussi intervenir avant le rendu d'estimation. C'est souvent qu'on nous appelle aussi pour ça, pour dire, mais là, j'ai un truc, je sais même pas comment estimer ça, quoi. Il y a trop de produits différents, combien ça vaut. Et nous, on peut dire, en tant que professionnel, ce type de produit, voilà à quel prix on pourrait se positionner acheteur. Et souvent, ça se vérifie, les autres marchands de biens sur le secteur ou ailleurs, ils font souvent des offres qui sont à peu près similaires aux nôtres, parce qu'on a tout simplement tous la même feuille de calcul, combien on achète, combien ça coûte, combien on vend, quelle marge on fait. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir rendre ensuite aux vendeurs cette expertise, de dire voilà, j'en ai parlé à des professionnels, vous avez un produit qui va comment je pourrais dire, un produit qui va s'adresser à des professionnels. Les professionnels du secteur me disent que votre bien vaut à peu près ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des biens qui vont s'adresser aux deux, qui vont peut-être s'adresser à des professionnels, mais aussi à des investisseurs, peut-être à des personnes qui peuvent acheter pour eux y vivre, mais il y a des biens qui s'adressent qu'à des professionnels. Et là, finalement, le bien, la valeur, on peut plus la calculer sur de la valeur foncière, locative, etc., parce que ça tourne pas et ça n'a pas de sens. Si ça peut s'adresser qu'à un professionnel, la seule chose qui compte, c'est le bilan économique du professionnel. Bien sûr. Et le prix d'achat auquel il peut l'acheter pour pouvoir, lui, gagner sa vie, parce que c'est son métier. Tout à fait.
Donc ça, c'est la première chose et c'est bien d'avoir abordé le sujet. La deuxième chose, je pense elle va être très, très rapidement comprise, c'est que il y a aussi le côté réactivité. Il y a le côté où on ne travaille plus avec du particulier, on travaille avec du professionnel, où l'analyse chiffrée est très rapide. Donc vous êtes en capacité de nous apporter une réponse sur une proposition d'achat d'un bien très rapide, une possibilité de signer un compromis aussi dans des temps records, sans vraiment poser de questions sur les conditions, etc., puisque tout est assez concis, assez clair. Et puis des garanties que vous offrez derrière aussi, avec du financement content, voilà, des choses qu'on apporte aussi à nos vendeurs. Et ça, c'est un gage de sécurité pour nos clients en face, oui, tout à fait. Et il y a peut-être un petit troisième point quand même. Dis-moi, Pierre, si tu me parles du harcèlement que tu le fais au quotidien, c'est pas ça. Non, mais le côté financier. Oui, c'est ce que je disais, oui, bien sûr, la sécurité que tu as. Non, pas ça. Côté revente. Ah, tu parles de la commission de l'agent immo. Ah, les coms. Effectivement, ouais, c'est Les coms. Oui, toi, t'as trop de com, tu t'en fiches maintenant. Mais effectivement, il y a ce point-là aussi, c'est qu'effectivement, quand on vous sort le produit, on sait qu'on va avoir aussi la capacité de le re-rentrer, de le revendre. De le recommercialiser, ouais. Un double gain pour nous. Ouais, absolument, ouais, tout à fait. Et puis vous allez pouvoir nous apporter une valorisation du bien, soit en le rénovant, soit en le rendant plus liquide, en faisant une découpe, etc. Donc la technicité que vous apportez sur le projet nous apporte aussi une valeur ajoutée sur notre business à nous. Tout à fait. Nous, on fonctionne un petit peu comme un outil finalement à agent immo qui va pouvoir se positionner entre un bien difficile à vendre, on ne trouve pas d'acquéreur. Nous, on va faire tourner ce bien à la moulinette marchand, donc le valoriser, le découper, régler les problèmes pour le redonner à un commercialisateur agent immobilier avec des parties liquides de ce bien. Tout à fait. Et donc, cette fois-ci, qui va matcher beaucoup plus facilement avec le marché du grand public. Exactement, tout à fait. Et ça, tout le monde y trouve Essaie d'imaginer, alors une seconde, parce qu'on n'a rien préparé, mais avec un marchand de biens, donc société de marchand de biens comme nous, ton avis à l'année, combien juste notre société peut te générer en commission avec les phases d'achat où on t'achète des choses et les phases de revente où on te redonne des biens à la vente, du coup ce qu'on t'a acheté on te le redonne. Est-ce que tu es capable de donner une petite fourchette sur ce que, à l'heure actuelle, tu es en capacité de production? Sur l'année 2024, c'est peut-être 10 à 15, voire peut-être même 20% de mon business global, ce qui est quand même énorme. Ça veut dire qu'une affaire sur 5, on l'aurait réalisée ensemble, si on va dans les 20%, mais ne serait-ce que si c'est 10%, c'est déjà énorme. Hein. Faut pas, quand je vois le nombre de clients particuliers que j'ai, si j'en ai un qui me fait 10% de mon chiffre d'affaires, ce client-là, je michonne, quoi. Hein, donc. Ouais, ça c'est pour la partie marchand. On fait aussi un petit peu de locatif perso aussi ensemble. Donc souvent, hein, pour les agents IMO qui nous regardent sur d'autres secteurs, un marchand de biens fait aussi des fois du locatif, donc va pouvoir aussi racheter des choses pour faire tout à patrimoine perso. Je pense qu'un marchand de biens, avant tout, c'est un investisseur de prime abord. Hein. Je pense que tous les marchands qui ont démarré dans le marchand, ils ont d'abord connu l'investissement avant de se dire peut-être que c'est plus rentable pour moi de vendre un produit où j'ai une marge qui dort plutôt qu'essayer de la rentabiliser avec au vu des taxes d'État, etc. C'est deux stratégies différentes. Exactement. Une partie commerciale, on doit produire pour... En tout cas, oui, pour vivre, quoi. Vous faites des projets en parallèle, perso, chacun de votre côté, ensemble. Ouais, c'est ça. Où je peux être aussi un intervenant et un acteur pour vous. Donc, effectivement, il y a créé une relation de confiance, puisque après, sur quelques années qu'on travaille ensemble, aujourd'hui, si je vous envoie un compromis, vous avez 100% confiance dans ce qu'il y aura dedans. Et puis moi, quand vous me faites une proposition et que vous me dites on va sur ce projet-là, je dors sur mes deux oreilles. Je sais qu'on aura une problématique rencontrée en cours de route. Hein. On a toujours ces problématiques-là. Mais je sais qu'on arrivera à bosser de manière intelligente et que tout se passera bien et que la finalité sera... Et si tu peux, pareil, tout à l'heure je te demandais l'agent IMO parfait, un acheteur, un vendeur, si tu pouvais faire une photo de l'agent immobilier parfait pour un marchand de biens, ce serait quoi? Déjà, je dirais que apporter un maximum d'informations tout de suite sur le bien, c'est-à-dire pas perdre de temps, apporter un dossier complet avec le max d'informations dedans pour que le marchand puisse étudier ça très rapidement. Poser les chiffres, hein, c'est surtout ça qui va l'intéresser. Analyse chiffrée, mètre carré, DPE, état de conservation du bien, prix au mètre carré, etc., etc., etc. Et une fois qu'on a apporté toutes ces informations-là, lui, le marchand en passe pour tout de suite revenir vers nous très rapidement dans la journée en disant OK, après analyse, on peut se positionner à temps, on est capable d'y aller sans condition suspensive d'obtention de prêt. Jackpot pour l'agent IMO, jackpot pour le vendeur en face, hein, puisque nous, c'est une sécurité de dingue. Qui plus est par-dessus marché, c'est en achat en société, donc pas de délai de réflexion.
Donc c'est quasiment un compromis qui se signe en étant sûr que la vente aille au bout, à moins qu'on ait une grosse problématique rencontrée en cours de route, mais ce qui est quasiment jamais le cas. On a aussi besoin de l'agent IMO pour les prix de sortie. Oui, tout à fait. La validation des prix de sortie, ouais. C'est ça. Parce que nous, on achète et on revend. Il y a une prise de risque moindre du côté de l'agent IMO, plus importante du côté du marchand, mais il y a une prise de risque quand même prise des deux côtés pour être sûr que vous gagnez votre vie, enfin que vous fassiez votre marge. Il faut que nous, derrière, on ne se foire pas non plus sur le prix de revente des biens. Ouais. Donc c'est ça, un équilibre à trouver entre les deux et pas vouloir absolument vous vendre quelque chose pour qu'au final, parce que de toute façon, au bout d'un moment, la relation après s'arrête si bien sûr. tout le monde n'y trouve pas son compte. Et puis ce qu'on a dit tout à l'heure, l'avantage de faire des multicommissions, si finalement on se retrouve à pas réussir à vendre les biens à la revente, bah, finalement c'est dommage. On avait une belle opération sur le papier et finalement on va se retrouver tous mécontents parce que vous n'allez pas refaire les commissions derrière. Nous on va se retrouver avec le bébé sur les bras, donc on va essayer de trouver toutes les solutions pour essayer de le sortir. Donc ça va pas. Alors que si les estimations sont bien faites dès le début, eh ben à ce moment-là en fait presque le bon prix fait que toute l'opération se déroule correctement. Ça. Après nous il faut qu'on applique nos engagements. S'il y a de la rénovation, s'il y a de la découpe, etc. Mais voilà, ça c'est notre partie. Mais si les prix sont bons à la revente, l'opération se déroulera pratiquement à coup sûr bien. Tout à fait. Non, je suis complètement d'accord avec vous deux sur ce sujet-là. C'est que de toute manière, dans la vie, tout est qu'une question de prix. Donc si on ne se plante pas sur le prix d'achat et sur le prix de revente, l'opération en général se boucle assez facilement et très rapidement. Et on a un client vendeur content, le client acquéreur qui était le marchand de biens très content aussi, et les acquéreurs d'ailleurs aussi de l'autre côté, qui rachètent le produit aux marchands sont très contents aussi, parce que les gens, et là je me permets de une petite touche là-dessus, les gens ont l'impression que les marchands de biens sont des voleurs, mais non, c'est des gens qui créent vraiment de la valeur et qui nous apportent il y en a, mais en tout cas moi avec vous, j'ai plus le sentiment que vous nous apportez une valorisation au bien et que derrière vous créez de la valeur et vous rendrez des produits plus liquides, même pour nous, même pour nos vendeurs. Donc au final c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, on essaye de faire les choses bien. Si on fait les choses bien, on peut pas durer dans n'importe quoi. Si on fait les choses pas bien. Ouais. Oui, pardon. Si on fait des choses, voilà, il y a d'autres marchands qui font ça et qui ont réussi à durer malgré tout. Mais non, nous, on est vraiment de faire les choses de manière correcte, de s'appliquer et pour les partenaires, et pour notre image, et pour nos clients. Mais ça n'empêche que des fois, on a du SAV. Donc du SAV, quelque chose qui arrive sur un bien qu'on a vendu, soit une merde, un truc qu'on a mal fait, soit un truc de pas de chance, parce qu'on est responsable aussi quand même sur beaucoup de choses. On assume à chaque fois. Ça fait pas plaisir de redépenser l'argent qu'on a gagné. Mais vous êtes professionnel de l'immobilier, donc vous offrez une garantie à vos clients derrière. Donc et puis ça pour nous c'est une sécurité supplémentaire parce qu'on sait qu'on a derrière un vendeur qui ne fera pas la politique de l'autruche et qui prendra sa responsabilité. Et puis le but pour vous c'est d'être clean de A à Z. Ouais, c'est ça. Que les opérations se passent bien. Ouais, complètement. C'est le but de tout le monde en fait, c'est que tout le monde soit très content de cette transaction. Parce que c'est vrai que ça on en parlait tout à l'heure, mais là il y a un gros avantage à un agent IMO de travailler avec un marchand. Mais ça peut être aussi vraiment un vrai problème de crédibilité si on travaille avec un mauvais marchand qui fait n'importe quoi. Autant au niveau juridique qu'au niveau satisfaction client. Si le marchand fait des choses illégales ou fait du cache-misère comme certains ont pu le faire pendant longtemps, ça retombe aussi sur le commercialisateur parce que le client, c'est vous qui l'avez en intermédiaire. Exactement. Donc, c'est nous qui prendrons les foudres dans un premier temps et puis qui vous rebalancerons les foudres derrière vous. Donc, non, le but du jeu, c'est qu'on travaille en toute transparence comme on le fait depuis tant d'années. Et je sais que derrière, vous assurez un SAV aussi sur les produits que vous vendez optimal. Donc, moi, j'ai zéro inquiétude et zéro stress quand je travaille avec vous. Et on parlait tout à l'heure de pourcentage à peu près de ton chiffre d'affaires de l'année passée. Mais il faut préciser quand même qu'on n'a pas fait ensemble de grosses opérations. Non. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça peut vraiment transformer un chiffre d'affaires sur un agent IMO. Une grosse opération, je dis n'importe quoi, par exemple une opération à 1 million d'euros à l'achat, ça fait une première commission, assez conséquente. À ce prix, plus potentiellement, imaginons qu'il y ait 20 biens, 20 lots dans ce projet, c'est compliqué de revendre les 20. Mais on va dire derrière, reprendre 10, 15, 16 sorties, c'est tout à fait possible. Et là, pour le coup, ça peut représenter tout de suite, avec une opération, 50% du chiffre d'affaires de l'année, peut-être. Ouais. J'en sais rien, ça dépend pour qui. Mais... Aymeric, il fait trop de ventes. Il fait trop de ventes, mais... Mais arrivé à un certain stade, parce que je suis pas le seul conseiller dans ce cas de figure-là, en termes de nombre de ventes, etc., j'en connais d'autres, quelques-uns, pas forcément à 3, mais dans d'autres
d'autres régions. C'est le seul moyen de façon de faire upgrader son chiffre d'affaires, arriver à un stade, c'est que physiologiquement, on est limité. Parce que là, tu arrives au... Je pourrais encore pousser un petit peu, mais effectivement, le plafond de verre va être très vite atteint. Parce que je peux pas me couper en deux, malheureusement, quand j'ai 25 vendeurs en stock, 80 acquéreurs en stock et 30 transactions en cours à gérer. Puis les acquéreurs, faut les sortir plusieurs fois. Je peux pas me dédoubler. Donc le seul moyen après d'augmenter sa rémunération, d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est d'augmenter le volume, ces transactions avec des plus grosses transactions qui seraient moins énergivores. Autant que tout, parce que vendre un immeuble de 10 biens, c'est le même boulot que de vendre une maison. C'est les mêmes visites, c'est les mêmes rendez-vous, c'est le même lieu. Donc c'est autant énergivore. Donc il faut réussir à augmenter cette grosseur d'affaires pour développer son chiffre d'affaires. Donc là, c'est les perspectives sur les années à venir. Exactement. Pour toi, donc d'aller sur du client qui te prend moins de temps, c'est-à-dire moins qui te sort pour rien, et des prix plus élevés. Je resterai toujours disponible pour tout type de client, que ce soit pour la vente d'un stationnement jusqu'à la vente d'un château, parce que j'ai toujours été comme ça. Je considère que tous les clients, pour moi, ont la même valeur, ils ont besoin de la même prestation de service, et je ne fais pas le distinguo entre le client qui a une baraque à 500 000 et le client qui a un studio à 40 000. Je les traite de la même manière. Mais effectivement, il va falloir que j'augmente mes grosses opérations si je veux encore continuer à me développer en termes de chiffre d'affaires. Sur 3 en tout cas. Oui, parce que c'est vrai que comme nous, en tant que marchands, on a aussi une problématique, qui est une problématique ou pas, de prix au mètre carré, qui fait que pour atteindre des chiffres d'affaires que certains feraient ailleurs avec quelques opérations, nous, on doit les démultiplier. Bien sûr. En fait, nous, on est sur un secteur où on va prioriser la volumétrie plutôt que les grosses opérations. Et on compense le manque de chiffre d'affaires par une volumétrie plus importante et chercher le chiffre d'affaires justement qu'on serait peut-être en capacité de faire ailleurs. Top. Est-ce que on peut passer un petit peu sur des choses concrètes, actionnables, pour peut-être des agents IMO qui se lanceraient, ou même des investisseurs, ou même des vendeurs qui voudraient vendre au mieux leurs biens. On pourrait commencer par un petit peu ce que tu pourrais donner comme les 3 essentiels pour vendre un bien le plus vite et le plus cher possible. Bon, les 3 essentiels, je dirais une commercialisation irréprochable, donc une belle mise en avant du bien sur les sites dédiés, donc on connaît tous aujourd'hui, Le Bon Coin, Se Loger, les réseaux sociaux. Faire confiance à son agent IMO sur le prix d'estimation, quitte à faire plusieurs estimations pour le confirmer, mais en tout cas, voilà, vraiment... Trouver un bon agent IMO. Trouver un bon agent IMO qui sera impartial sur le montant de l'estimation. Comme je dis toujours, on n'est pas là pour faire plaisir. Ouais. On est là pour conseiller objectivement la personne pour qu'elle ait tout de suite un ordre d'idée de la réalité des choses. Et puis la 3e chose, rester focus. Toujours rester focus, jamais abandonner, jamais lâcher, même quand c'est compliqué. Ça peut être une belle mise en valeur de son bien si conditions de présentation. Voilà, effectivement, ça fait partie de nos moyens de promotion. On dit toujours à nos vendeurs que les conditions de présentation, quand vous vendez une maison au printemps, une pelouse bien tendue, un intérieur propre et rangé, ça fera la différence s'il y a la même maison à côté où c'est pas tendu et pas rangé, pas propre. Alors que pourtant, ça arrive pour la prise de photos. Je crois que 50% des clics sur une annonce, c'est la photo. Les 3 premières photos. Les 3 premières photos. 3 premières photos qui vont inciter le prospect à visiter l'annonce, à découvrir le texte pub et aller voir les autres photos avant de déclencher un appel pour visiter. Et à l'inverse, du coup, quel levier, en tout cas plutôt pour cette fois-ci au côté marchand, investisseur, il pourrait actionner pour justement essayer d'acheter moins cher? Est-ce que tu as des tips en tant qu'agent IMO qui a l'habitude du marché? Pour acheter moins cher, faut analyser un peu ce qui se fait sur le marché. Alors c'est compliqué à 3 parce que les prix au mètre carré varient énormément. Comme on a un prix très bas, on peut avoir le voisin qui a vendu 800 du mètre parce que tout était à refaire, et puis l'autre à côté qui a vendu 3000 parce que tout était nickel avec des super prestations. Je dirais que l'investisseur qui veut acheter pas cher, faut qu'il soit motivé à faire des travaux, parce que c'est ce qui fera drastiquement baisser le prix d'un bien, et c'est là qu'il pourra faire une belle opération et éventuellement autofinancer son bien sur un financement à 100 ou 110%. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça de biens que tu avais à la vente et que au final tu as eu une offre qui est passée alors que tu étais persuadé qu'elle allait pas passer, ou inversement? Ouais, bien sûr, j'en ai eu plein. Une fois, j'ai un client qui m'a fait une offre quasiment moitié prix sur un bien en me disant je la passe. M'a mis au défi de la passer, c'était quelqu'un que je connaissais.
Je lui dis, bon, écoute, on verra bien. Il me dit, si ça passe, je l'achète. Et je l'ai passé et il l'a acheté. Pour eux, ça marche pas avec nous, ça marche jamais avec nous. Ouais, je sais pas. J'ai pas envie de ça avec. Peut-être ça doit être ça. Mais après coup, est-ce que tu as compris pourquoi il avait accepté cette offre? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il y avait des choses que moi j'avais vues, que la propriétaire n'avait pas vues, notamment la réflexion à faire à l'intérieur de l'appartement, le DPE. DPE avec qui vous avez fait une intervention il y a quelques temps, Benoît, sur l'enveloppe, justement, sur le DPE. Aujourd'hui, les gens sont très sensibles à ça, donc moi, je vais calculer mon estimation et mon prix de vente par rapport à ça, bien évidemment. C'est que là que l'investisseur, lui, va pouvoir aller chercher peut-être une bonne opération à faire, s'il arrive à mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Avec les bons arguments et convaincre aussi. Et pour l'intermédiaire, parce que c'est vrai que je sais que nous, on préfère acheter avec un agent immobilier, parce que des fois, on dit des choses qui sont pas super sympas, on fait des offres un peu à la casse, on liste, parce que pour avoir un prix plus bas, on va lister plutôt les caractéristiques négatives plutôt que celles positives, et l'agent immo va faire tampon. C'est ça. C'est le terme que j'allais employer. Voilà, entre l'acheteur et le vendeur. Donc c'est à lui de bien passer l'offre. Moi, je vais utiliser les arguments que vous allez me donner, je vais les transformer aussi pour qu'ils soient plus acceptables pour le vendeur en face. Et puis, le vendeur va aussi m'argumenter la chose que je vais vous exposer. Et le but du jeu, le but d'une négociation, c'est qu'on trouve un terrain d'entente acceptable pour les deux parties. Et qu'à la fin, le jour où vous allez signer chez le notaire, que le marchand de biens soit heureux d'aller signer. Et que le vendeur soit aussi content d'aller signer en se disant, finalement, j'ai pas fait une si mauvaise affaire que ça. J'ai vendu dans de bonnes conditions, dans des raisonnables. Donc voilà. Le but, c'est qu'il y ait un terrain d'entente et que tout le monde soit content. Ce qui est important, je pense, en tant qu'agent, quand tu présentes des offres aussi, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui sont focus absolument que sur le prix. Et c'est vrai que maintenant, on se rend compte en fait que le prix, c'est un des paramètres. Alors oui, souvent, c'est très important pour les gens, mais en fait, d'accepter une offre la plus chère, mais par exemple à quelqu'un qui n'est pas vraiment de confiance ou qui risque de pas avoir son financement, bah voilà, en fait, on va perdre notre temps. Alors qu'on aurait pu choisir une offre peut-être un tout petit peu moins chère, mais avec une certitude d'aller au bout bien plus importante. Le temps, c'est de l'argent, c'est du temps. Des fois, quand on refuse une offre en se disant, bah, je suis au début, je vendrais plus cher. Moi, je dis toujours que la première offre, c'est souvent la meilleure. C'est rigolo, mais je le constate souvent. Et plus on perd de temps, plus on perd de l'argent. Parce que ça rejoint ce qu'on disait un peu plus tôt au début. C'est que plus le temps passe et si le bien ne se vend pas, plus on a de risque de baisser le prix, plus on a de risque d'avoir une offre encore plus basse. Donc ouais. Donc je pense qu'il est très important d'être très à l'écoute d'une première proposition, même si elle n'est pas au prix attendu au départ, mais que les arguments sont justifiés et bons. Il est peut-être plutôt intelligent d'y songer ou de faire une contre-proposition acceptable aussi pour l'acquérant en face ou le marchand de biens, pour que justement cet équilibre soit trouvé et que finalement l'opération soit faite rapidement et que le projet ne soit pas porté pour le vendeur en X temps. Comment tu gères les clients peut-être un peu trop gourmands sur le prix, c'est-à-dire qu'ils sont en décalage avec l'estimation que tu vas faire? Est-ce que tu prends le mandat? Est-ce que tu prends pas le mandat? Moi, je prends le mandat parce que comme je le disais plus tôt, on conseille. On n'est pas là pour imposer quelque chose à la personne avec qui on va travailler. Par contre, si lui me pose ses règles, je peux y aussi mes règles. C'est-à-dire que j'estime la maison 200 000, il me dit bah moi je veux tenter à 220, je trouve 10% d'écart, c'est pas si déraisonnable que ça. Je lui pose des règles, je lui dis explique que dans 2 semaines, si j'ai pas eu de demande sur le bien, pas d'acquéreur sur le bien, pas de visite à effectuer, il faudra qu'on se réajuste au plus proche, voire dans ma fourchette d'estimation. Voilà. On pose les règles dès le départ, comme ça il n'y a pas de surprise. Et sur quelqu'un qui te dit bah toi t'es estimé 200, bah non, moi j'en veux 300. Il y a un mandataire qui est passé hier, il m'a dit 300. Non. Là, je travaille pas avec la personne. Ok. Non. Parce que le but étant pas d'intérêt pour moi d'avoir un mandat de vente pour avoir un mandat de vente. Pas d'intérêt de moi d'aller me casser les dents alors que je suis pas en adéquation avec ce qu'on me demande. Et puis, comme je dis, le but d'une transaction réussie, c'est un vendeur, un acquéreur content. Je suis là pour satisfaire le vendeur, mais il faut pas oublier que derrière, je suis aussi là pour satisfaire l'acquéreur. Et qu'une fois que l'acquéreur a signé un compromis avec mon vendeur, les deux sont l'acquéreur est autant mon client que le vendeur. Donc j'ai à défendre les intérêts des deux. Là, tu nous as parlé du coup de comment tu gérais, comment tu qualifiais un vendeur. Comment tu fais d'un point de vue des acquéreurs pour pas travailler pour rien, parce que ça peut très vite être une perte de temps si tu sors des gens qui n'ont même pas la capacité d'acheter peut-être. Comment tu qualifies un bon acquéreur avant de travailler pour lui?
Première chose, bon, déjà découverte du projet en amont, savoir sur quoi je vais pouvoir l'orienter, ça c'est le b.a-ba. Deuxième chose, vérification du financement. Est-ce que la personne a déjà vu sa banque? Est-ce qu'elle a déjà vu un courtier? Et du coup, nous, on dit sur notre service qu'on a en interne, vous financez, qui est la boîte de courtage qui appartient à Nicolas Martineau, notre patron. Bonjour à Nicolas Martineau. Bonjour à Nicolas, ouais, effectivement. Et ça va passer par là parce qu'effectivement, moi, j'ai pas de temps à perdre, mais mon vendeur non plus. C'est-à-dire que je suis pas là pour lui faire du tourisme chez lui. Le but, c'est de lui ramener des clients acquéreurs, potentiellement acquéreurs de son lieu. Je suis pas là pour qu'il puisse voir sa belle cheminée en marbre, etc. Vérification du financement, c'est primordial. Ok, donc vérification du financement et du client, de son projet, s'il est adapté. C'est ça. Après, une fois que tu as ton client acquéreur, est-ce que tu fonctionnes plutôt dans le sens du client acquéreur vers ton portefeuille et du portefeuille de Century en général? Après, comment ça se passe? En gros, le parcours, à partir du moment où tu as validé ton client acquéreur? Je valide, donc nous on a une base de données avec tous les biens qu'on a en base, donc les biens que j'ai en intégralité à Boulevard Victor Hugo, mais aussi à l'agence Léré à Gambetta, puisqu'on est deux entités séparées, mais on appartient au même groupe, donc on est une seule et même agence au final. Je regarde dans notre portefeuille global, je suis pas comment dire, je suis pas personnel là-dessus. Je vendrai ce qui intéresse le client, je vendrai pas moi ce qui m'intéresse. Donc effectivement, sur l'effet aller-retour, donc rentrée de mandat plus vente à un acquéreur, très intéressant puisqu'on prend l'intégralité de la commission. Mais si je peux l'orienter très rapidement sur le bien d'un collègue et lui vendre et boucler son projet aussi rapidement, c'est un gain de temps pour moi. Donc Ouais, tu passes à autre chose. exactement. Au final, où tu fais deux demi-com et ça revient aux mêmes choses que ta com pleine. Ouais, effectivement. Et on parlait du vendeur rêveur qui veut 400 alors que ça vaut 300. Et bon, l'acquéreur, c'est jamais dans ce sens-là. Il a jamais 400, il va trouver un truc à 300. C'est plutôt l'acquéreur qui rêve d'un truc à 200 000, mais qui te dit, bah, moi, j'ai 150 de budget. Et toi, tu sais très bien que ce qu'il veut, ça vaut 200. Qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu le traites, cet acheteur-là? Je lui montre des biens à 200. Il me dit, ouais, c'est top. Je lui explique qu'avec le financement qu'il a, il peut pas l'acquérir. Et du coup, j'essaie petit à petit de lui faire des concessions. On a ce qu'on appelle le triangle des priorités. Le prix, le bien et le secteur. Dans ce triangle des priorités-là, dans une recherche immobilière, peu importe le budget, souvent on est obligé de faire l'impasse sur l'un des trois. On est obligé de soit augmenter son budget, soit si on respecte prix et bien, faut qu'on s'éloigne au niveau du secteur. Si on est dans le bon secteur avec le bon bien, faut qu'on soit un peu plus maniable au niveau du prix. Et si on est dans le bon secteur au bon prix, il faut faire quelques concessions sur le bien lui-même. Donc après, on explique petit à petit, mais ça, c'est un boulot qui se fait pas du jour au lendemain. Il faut que le client puisse en prendre conscience aussi, en faisant plusieurs visites de biens qui lui correspondent pas. Comme ça, son projet mûrit aussi. Parce que le primo qui sort pour la première fois en visite ne sera plus le même client au bout de 10 visites. Au bout de 10 visites, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Il sait ce qu'il peut acquérir, ce qu'il ne peut pas acquérir. Donc, mais il y a ce boulot de fond qui est obligatoire avant d'arriver à la finalité. Ouais. Nous, on le sait dans certains projets, effectivement, des fois, quand on creuse un petit peu, parce que des fois, on vend nos propres produits. Et quand un client il dit je suis au début de mes recherches, etc., on dit ouais, ok, c'est bon, on sait que ça n'ira pas, quoi. Sachant que nous, on ne peut pas l'accompagner dans cette recherche. Donc, on est obligé d'attendre qu'il soit au bon stade de recherche pour pouvoir déclencher cet achat. Quand les critères sont cochés, lui, il n'a pas fait son chemin d'acheteur. Il n'a pas vu, il se dit toujours qu'il peut avoir mieux. Voilà, il n'a pas vu le reste. Prendre une décision sans avoir vu le reste, c'est compliqué. Et on sait très bien qu'on ne le signera pas, souvent c'est compliqué. Et ça, c'est une erreur que même moi, je fais encore et que j'essaye de corriger, c'est qu'aujourd'hui, je ne montre plus le bon bien au client dès le début. Ouais. Je lui montre un petit peu après. Parce que je vais lui trouver le bon bien, qui va me dire c'est top, c'est ça qu'il me faut, mais je ne peux pas l'acheter parce que c'est trop tôt. Ouais. Donc, on lui montre d'autres biens qui correspondent plus ou moins, où il avance. Ah oui, c'est pas mal. Vous n'avez pas autre chose à vous montrer. Et puis là, après, on rentre dans le vif du sujet, on lui montre le bien qu'il lui faut, que nous, on estime être le bon bien pour lui. Et en règle générale, ça marche pas mal. Ouais, Est-ce que là-dessus, tu as une stratégie, par exemple, au sein d'une sortie client, donc d'une journée où tu vas faire plusieurs visites, ou même au sein d'un bien, dans la façon de le présenter, dans l'organisation? Pas forcément. La coutume veut qu'en règle générale, on essaye de faire une sélection de 3 biens, quand même, pour qu'il ait du comparatif en direct. 2 biens, c'est un peu court. 4-5 biens, c'est un peu trop. Parce qu'après, on se mélange un peu les pinceaux dans tout ce qu'on a vu. On ne sait plus trop se repérer, etc. Donc non, en règle générale, c'est de montrer 3 biens plutôt similaires.
on va dire un petit peu au-dessus de son budget, mais qui correspond à 100% à ses critères. Un bien plutôt dans son budget sur lequel il devra peut-être faire l'impasse sur un ou deux critères qui sont pas forcément essentiels. Et puis un bien qui sera en dessous, mais aussi en dessous en termes de prix, où le client sera peut-être capable de dire, bah moi en fait ce que je cherche c'est pas un beau bien, c'est une belle opportunité en termes de prix. Et du coup je suis prêt à faire des travaux par exemple, ça peut être aussi une stratégie. Et puis du coup c'est comme ça qu'on arrive à faire mûrir le projet. De toute façon il faut faire mûrir le projet avec les acquéreurs pour que ça fonctionne. Ouais, qu'en une sortie de 3 visites, il ait un peu les 3 stratégies et qu'il puisse accélérer sa réflexion, quoi. Puis des fois, on a du bol, on tombe sur le client au bout des 3 premiers biens qu'il voit, il n'a pas besoin de chercher plus, il sait que c'est celui-là, il l'achète, et puis ben, il y en a d'autres qui vont en voir 40 avant d'acheter ce qu'il leur faut. J'ai eu tous les cas de figure. Donc, Et avec l'expérience, est-ce que tu es de moins en moins surpris par justement la décision client? Ou est-ce que même après cette expérience, tu as des grosses surprises, tu t'attends pas toujours des grosses surprises. Des clients qui veulent un château, au final ils achètent un appart. C'est exagéré, je prends deux extrêmes, deux opposés, mais ça peut arriver. Un client qui cherche depuis le départ une maison et puis on lui montre un super appartement avec un bel extérieur, et puis il se dit bah non, en fait, je vous vois bien en appart avec un extérieur, je vous le prends. Comme quoi, il faut jamais se poser de questions. De toute manière, c'est le client qui choisira son bien, c'est pas l'agent immobilier qui choisit le bien du client. On peut pas les forcer à acheter. Ouais. Donc il faut jongler entre proposer ce qu'il veut, et en tout cas ce qu'il t'a dit qu'il voulait, et quand même sortir un petit peu de cette zone pour pouvoir... Ça fait partie des règles qui sont posées au départ aussi. Moi, je leur dis toujours qu'effectivement, je vais les amener sur ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils m'envoient en annonce, mais je vais aussi essayer d'être force de proposition. Ça, c'est très important, de proposer des choses sur lesquelles ils se seraient peut-être pas attardés parce qu'ils ont des préjugés, des a priori, et qu'au final, en arrivant sur le bien, ils se disent finalement, c'est pas mal, on est peut-être ouvert à faire quelques petits travaux. Ça peut être ça. Soit ils peuvent imaginer une autre alternative, ou au contraire, ça les conforte dans leur choix de dire non, j'avais peut-être une petite chance de prendre un appart, mais non, là c'est sûr, je veux pas d'appart, je veux vraiment une maison. Dans tous les cas, c'est Beaucoup tu ressentes. Effectivement. Dans tous les cas, ça a un intérêt. Au moins, dans tous les cas, on étoffe, on a un effet entonnoir qui fait qu'à la fin, on arrive à une petite extraction et on sait que c'est la finalité de notre projet. Est-ce que comme ça, il te vient en tête la pire vente ou en tout cas le pire suivi que tu as pu avoir Le pire dossier client que j'ai eu a fait le plus mal en termes de... Ouais, j'ai eu... Je sais pas. Ouais, en plus, c'était une cliente qui, à la base, il voulait une maison avec jardin. Finalement, elle a acheté une maison mitoyenne avec une toute petite cour extérieure. Et c'était la bagarre pour des pieds de tomates, des pots de fleurs, des carpe-coy. Ouais, t'es quasiment bon du début à la fin, celle-là. Ouais. Ça m'a marqué. Elle est marquée toute la journée. Ouais. Mais on en garde des bons souvenirs. C'est une anecdote qui me fait... C'est vendu, t'aurais cassé la com. Oui, c'est ça. Ouais, c'était une assemblée générale à la signature notaire. Il y avait toute la famille. C'était un très grand spectacle. Ah ouais. Et est-ce que tu as à l'inverse celle qui a peut-être été celle qui t'a donné le plus d'émotions positives? Alors peut-être que c'était ta plus belle com, peut-être que c'était la plus rapide, la plus facile. Ouais, je dirais pas mes plus belles com, mais j'ai 2-3 projets qui me viennent en tête, notamment une petite dame que j'ai suivie, soixantenaire, qui s'appelait Sylvie, qui était très, très stressée de la vente de son appartement et de l'achat du nouveau. Quelqu'un qui avait besoin de se sentir énormément en sécurité et qui m'avait dit « Je vous jure, Aymeric, je n'achèterai jamais de rez-de-chaussée. » Et je lui ai vendu un rez-de-chaussée dans une copro récente avec un jardin. Et aujourd'hui, elle est plus heureuse du monde. Elle me redit encore, elle me dit « Honnêtement, j'aurais jamais cru un jour acheter un rez-de-chaussée. » Et j'ai acheté un rez-de-chaussée. Et j'ai eu plusieurs cas de figure comme ça. Il y a un couple, le jour de la signature notaire, qui m'ont appris que mademoiselle était enceinte et qu'elle attendait un heureux événement. Donc, Quelle est l'appelait Aymeric? Peut-être. Mais en tout cas, voilà, ils étaient très contents du service et ravis d'avoir trouvé la maison avant d'accueillir leur nouveau-né. Donc, non, plein de beaux projets comme ça, où les gens ont sorti de la tête de l'eau aussi, des situations financières compliquées, où les gens me remerciaient d'en avoir donné un coup de main, parce que ça faisait un an qu'ils essayaient de vendre. Et puis moi, en une semaine, j'ai vendu leur bien. Donc, satisfaction est géniale, quoi. Ok. Si tu pouvais donner... Imagine que je suis futur agent immobilier, je rêve de faire ce métier-là. Si tu pouvais me donner quelques conseils pour que je performe. Pas avoir peur de se donner. Ouais. Bon, ça, c'est ce que vous faites en tant que marchand, c'est ce que nous, on fait en tant qu'agent immo. Travailler, quoi. Travailler. Le travail paye toujours. Ouais. Travailler, au bout d'un moment, c'est un métier où il faut semer avant de savoir récolter. C'est de l'agriculture, c'est du farming. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jeter sa graine et espérer tout de suite qu'elle porte ses fruits. C'est un boulot de fond qui prend du temps. Ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Même moi, aujourd'hui, j'ai des phases un petit peu plus creuses au bout de 4 ans où je me remets en question.
Et puis savoir se remettre en question, c'est très important. Au contraire, quand on dit est-ce que je suis fait pour ce métier, est-ce que je dois arrêter, est-ce que je dois continuer, c'est à partir de ce moment-là, quand on continue à se poser ces questions-là, c'est qu'on est encore fait pour le métier. Le jour où on arrête de se poser des questions, c'est là que ça pourrait poser problème. Super. On arrive à la fin du podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour cette année et puis les années à venir? Continuer à pérenniser mon activité, continuer à grandir, à évoluer, puis à continuer à ce qu'on fasse des affaires ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, ça serait top. Mais très bien. Hein. On va continuer. Ah, ça Il n'y a pas de raison. Mais voilà, ouais, mais continuer à pérenniser, ce serait cool. Comment les gens peuvent te contacter si ils ont donné ton secteur jusqu'où tu vas en termes de travail? Je travaille quasiment dans tout le département. Ils peuvent me demander, Aymeric Vautier, à l'agence Century 21, boulevard Victor Hugo, me retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook par exemple, en tapant mon prénom. Bah, on mettra tout ça dans la description. Avec plaisir. Mon numéro de téléphone portable aussi, ou mon adresse mail pro. Top. Donc super, merci beaucoup Aymeric pour tout ça. Merci. N'hésitez pas à poser vos commentaires, vous poser vos questions en commentaire, pardon. Peut-être que ça amènera une deuxième session questions-réponses avec toi dans les mois à venir si on en voit l'utilité. Ça sera un grand plaisir. Super, merci beaucoup à tous et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous. Merci. Donc merci à Aymeric pour cet épisode. Il nous a apporté beaucoup de valeur. J'espère que ça vous a plu. Retrouvez-nous sur YouTube, sur Instagram. Vous pouvez suivre aussi Aymeric sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve sur un prochain épisode. Merci beaucoup.